présenterai maintenant les poètes. J'ai donné aux poètes quelques mots pour faire la sélection de leurs poèmes en fonction du projet. Je vous les lance, mais ça va être très général quand même, mais c'est pour inspirer. Donc, le mot trace, disparition, songe, lieu, paysage, architecture, récit, mémoire. Notre prochain poète, Mingan Lepage. Mingan partageait son temps entre la Thaïlande et le Québec depuis plusieurs années. Nous ne comprenons pas aujourd'hui pourquoi il a changé d'idée. Qu'est-ce qu'il fait à Val-David? Non, c'est pas vrai. Mais disons que les Laurentides auront su s'imposer de façon monumentale dans sa vie. Et oui, Mingan est depuis presque un an à construire sa maison à 2 pas de Val-David, sur la première rue de Valmorin. J'ai beaucoup aimé son recueil de poésie Relief. Et aujourd'hui, il va nous lire des extraits de son prochain livre, Peuplement, apparaître en septembre aux éditions Leméac, qui, je pense, reprennent certaines thématiques liées à Relief, donc, qu'il nous avait offert il y a plusieurs années. Et qui avait remporté le prix Ménéligan, quand même. Bravo. Donc, Mingan. Bon, ben voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas été dans cette position-là. D'habitude, j'étais soit en Thaïlande, soit au BMR. Ça me fait quand même un peu drôle, mais je vais me réchauffer. Donc, oui, c'est ça. C'est pas tout à fait de la poésie, mais c'est un chant quand même. J'aime le mot chant. J'utilise le mot chant. C'est un récit, mais c'est un chant. Et c'est Peuplement qui va paraître début septembre chez Leméac. Et c'est écrit, on pourrait dire que c'est une sorte d'épopée hippie. Là. C'est mes origines hippie, c'est-à-dire que sur le rang, dans le fond de la Gaspésie où j'ai grandi, il y avait une commune, c'est pour ça que j'ai un drôle de nom, je m'appelle Maïgan, drôle de prénom, on me demande toujours d'où ça vient. Maïgan, ma sœur s'appelle Savoyane, mes meilleurs amis d'enfance s'appelaient Mars et Loa, c'était une communauté comme ça. Ouais. Mais c'est ça, c'est sûr que ça nous fait rire en général. C'est comme ça que les gens voient ça, les communes, ça les fait rire. C'est bien, c'est drôle aussi. Puis je pense que le récit est drôle aussi. Mais c'est aussi un rêve. C'est des gens qui ont incarné un certain rêve, qui ont vécu des illusions dans leur corps, dans leur travail, dans leur communauté pendant un certain temps. Donc c'est ça mon récit, c'est des êtres qui sont des rêves ou des rêves qui sont des êtres. C'est comme ça que je vois ça. Donc c'est un récit qui est à la fois mémoire et mythologie, forcément. Et c'est ça, je vais commencer par le début. Ça s'appelle Titan. Ça commence par les Titans. Légende de ces montagnes où s'étaient imprimés les pas des premiers hommes, de ces cours d'eau où glissaient les canaux d'écorce, des affûts des chasseurs traquant l'orignal, des harpons agiles surprenant les saumons, des corps levés dans les wigwams au plus froid de l'hiver, entre les murs de peau et les branches de sapin, des bébés enfantés à genoux dans la forêt, puis gavés de graisse d'ours et de phoques. Légende des hiéroglyphes gravés dans l'écorce de bouleau et le cuir frotté, du ballet nomade des saisons sur la terre et la mer et les rivières, jusqu'à ce qu'arrivent les Européens et leurs navires et leurs guerres. Les Micmacs combattraient aux côtés des Français dans la bataille de l'Istigouche, remonteraient avec eux l'affluent de la baie des Chaleurs. Les armes pétaraderaient, le sang coulerait sur le pont des navires, s'épancherait dans les eaux de la rivière aux 5 doigts. Et après plusieurs jours d'une bataille féroce devant la puissance de l'escadre britannique, sous le ciel alourdi par les volées de boulets, les Français saborderaient leur propre flottille. Québec était perdu déjà, et la guerre. Mais pour les Micmacs, la vraie défaite était toujours en marche. C'était l'histoire coloniale et son grand harnachement, ses réserves et sa confiscation du territoire, et le mythe des fricheurs qui flambait dans les esprits comme une poudre. Fable de ces montagnes défrichées par des Gaspésiens et des descendants de déportés acadiens, colons portant des noms invariables et comme éternels, Arsenault, Galland, Pinault, Dufour, Lagacé, l'Italien. Dans cet arrière-pays oublié du monde, dans ce siècle où déferlaient les guerres mondiales et la Grande Dépression,
ils avaient pour arme la hache et le passe-partout. Loin de mener bataille contre les arbres, ils luttaient contre l'inhabitable et l'incultivable. Fable des camps de bûcherons en rondins bâtis au-devant des couples. Fable des grumes tirées hors du bois par des percherons frissonnants. Des ouailles qui se serrent autour d'une petite église en bois. Des abattis essouchés, puis labourés à la force des bœufs. Des tas de branchages qui crépitent et des cheminées qui fument pour faire lever le pain de ce jour et du lendemain. C'était l'âge des titans, et la valeur de leurs exploits se mesurait à l'âpreté du relief. Entre les plateaux, des ravines abruptes qu'on appelait coulées. Entre Saint-François et Saint-Jean, entre Saint-Jean et l'Ascension, entre l'Ascension et le Pin Rouge, des crevasses grêles qu'il fallait franchir. Les défricheurs ont ouvert sur ces pentes des routes improbables, tantôt zigzags accrochés à flanc de falaise, tantôt lignes droites attaquant la montagne de front. On ne peut qu'imaginer la peine des colons et des chevaux dans ces côtes, par les hivers rigoureux de la Gaspésie du siècle dernier. Les bobsleighs chargés de grumes qu'on y faisait glisser. Comment dans les descentes en retenir la chute? Comment dans les montées en éperonner le trait? Sur les chemins fous des lendemains de tempête, les bêtes enfoncées dans la poudreuse jusqu'au jarret, en sueur sous le collier qui blesse. Comment le courage, comment la bravoure? Pour quelle pitance, pour quelle prière? Pour quel grand horizon, pour quel grand royaume? Sur le plateau de l'ascension de Notre Seigneur, que tout le monde en ce temps-là appelait la colonie, on empilait les grumes en haut de la Restigouche, à la Sluice à Thomas, et au printemps, on les faisait débouler dans la rivière. La saison de la drave commençait, les hordes de billes descendaient le courant jusqu'au moulin assis de Pointe-à-la-Croix. Titan Richard Adams, de statut légendaire dans la région et au-delà, grand guide de pêche à la mouche sur la Matapédia, favori blanc touffu sous son éternel fedora. Il a guidé les pêcheurs sur la rivière pendant plus de 60 ans. Il existe même dans la Matapédia une fosse nommée en son honneur, la fosse à Richard, d'où sont sortis, comme du chapeau du guide lui-même, ce feutre auquel il accrochait, pour les grandes occasions, de belles mouches multicolores, des saumons de 30 et même 40 livres. Né au début du siècle, Richard Adams a connu l'époque de la drave. Il a dansé sur les billes en descendant la Restigouche, une gaffe à la main pour agripper les grumes, s'accrocher au canot, ou sinon une perche d'épinette noire, une pique-pole bien aiguisée, outil qu'il transportera de la drave à la pêche. Mais dans les fosses à saumon, disait-il, on n'immerge jamais la pointe pour ne pas effrayer les poissons. Richard Adams, dont on prononçait toujours le nom au complet. Jamais seulement Richard, jamais seulement Adams. Richard Adams comme un vocable indivisible, une pierre incassable. Je ne l'ai rencontré qu'une seule fois, chez une tante un jour d'été, mais c'était une rencontre marquante. Il semblait si grand, si vertigineux, ce titan long et maigre. Sourire de pattes d'oie, démarche d'échassier, cravate courte et chic surannée. Il m'avait dit « bonjour » dans son bel accent anglais. Une vraie légende vivante, comme on dit, et un grand raconteur d'histoires. Il se rappelait qu'enfant, il avait été amoureux de sa maîtresse d'école, qu'à l'âge de 12 ou 13 ans, il avait été helper sur un camp passé de Cheney Rock, loin sur les plateaux, qu'il s'était rendu là-bas tout seul à pied à travers la forêt dense parce qu'il n'y avait pas encore de sentier. Et les récits ajoutent qu'il aimait les chevaux comme peu d'hommes les aiment. On raconte l'avoir vu courir dans la neige devant un poulain pour lui battre la trail et qu'il parlait souvent de l'époque des calèches, des bobsleighs et des routes glacées. Il vivait dans un camp sur les rives de la Matapédia, possédait un canot, mais pas d'automobile. Pour se déplacer sur les plateaux, il faisait du pouce. En hiver, trimbalait ses raquettes et sa hache. L'histoire raconte qu'il a guidé le président Carter et d'autres notables à la pêche au saumon. Mais qui pour témoigner de leur passage sur la Matapédia? Qui pour dire quel chapeau portait le président américain sur la rivière gaspésienne et si ses favoris avaient déjà tourné au gris? Qui pour relater les sourires et les paroles, les cadeaux et les blagues, les mouches et les prises, tout ce qui rendrait vivants ces beaux visages en noir et blanc? Ce sont des images, des fantômes. Et Richard Adams est leur nocher, qui leur demande une petite lampée de gin pour ses bons services. À toutes celles qu'il visitait, à tous ceux qu'il guidait, il réclamait toujours sa rasade de fort. Maintenant qu'il est mort, continue-t-il de guider les ombres?
Le long de la Matapédia sont de drôles de constructions coniques dont la vue toujours m'intriguait quand je roulais sur la 132 avec mes parents. Ni fenêtres ni portes apparentes, c'est là-dedans qu'on brûle l'écorce des moulins à scie. On ne peut qu'imaginer la terrible noirceur, l'intérieur enfumé, les parois carbonisées. On appelle ces cônes l'enfer. Et on imagine Richard Adams, perche à la main, stature maigre et superbe, visage osseux et rieur, remontant dans son canot les flots noirs de la Matapédia pour conduire les ombres aux enfers. De ces histoires de pêche, Richard Adams disait, avec un mélange d'humour et d'orgueil, « That's the kind of story you write on a wall or in the Bible. » Encore un peu de temps, j'ai pas chronométré. On continue un petit peu? Titan Roméo, fils de forgeron et forgeron de métier, maréchal ferrant à Saint-Alexis de Matapédia. Il ferrait les chevaux, fabriquait des bobsleighs et des roues de calèche, en plaquant à chaud les arceaux de fer sur les jambes de bois. Un enfant du temps raconte que Roméo était bon, qu'il l'accueillait toujours dans sa forge avec un sourire. L'enfant s'asseyait dans un coin pour voir s'opérer la magie volcanique. Le forgeron et son marteau gigantesque, effrayant d'ivresse et de grandeur. Le métal rouge extrait des braises, torturé sur l'enclume. Le cheval dans le travail et le clouage des fers. Ce garçon s'appelait Martin. Il était enfant de cœur. Et ses parents n'aimaient pas qu'il traîne dans la forge de Roméo après l'école au lieu de rentrer chez lui pour faire ses devoirs. Il tentait souvent de mentir, mais quelque chose le trahissait, son fond de culotte sali par les cendres de la forge. Plus tard, l'enfant allait devenir typographe, forgeant les caractères comme Roméo les fers. C'est Martin Dufour. Il est vieux maintenant, et dans son atelier de la rue d'Iberville à Montréal, au milieu des presses et des lettres de plomb, Martin se souvient des premières voitures sans chevaux, se rappelle les snowmobiles glissant sur les tempêtes de neige. Il raconte que Roméo a d'abord travaillé comme forgeron sur les chantiers, réparant les attelages et les outils de bûchage. Il existe des photos du Titan, de sa femme et de leur premier enfant au camp de Brébeuf, une colonie derrière Nouvelle qui deviendra un village, Saint-Jean-de-Brébeuf, qu'on fermera brutalement dans les années 70. Sur les images, on voit aussi le camp en bois rond, le calvaire, des hommes en habits cravate, l'église en planche et un traîneau à chien. C'était avant que Roméo devienne le forgeron en titre de Saint-Alexis et que dans ce village, il construise et bardote sa maison de ses propres mains. C'est là qu'avec son Hélène, ils auront 9 enfants, sous les auspices du curé qui n'en demandait pas moins. Titane Hélène, comme la plupart des femmes du temps. Titane d'avoir tant donné de son corps à la maternité, dans l'alourdissement continu du quotidien et des paupières, jusqu'à ne plus trouver nulle part ni le rire ni le sourire. Ils procréaient, ils enfantaient, mais, croyant peut-être perpétuer la roue des générations, les titans engendraient les dieux qui allaient la vouloir briser, en une grande titanomachie tranquille et pacifique. Roméo, mon grand-père maternel. Je me rappelle qu'il était grand, grand comme un titan. Quelle n'a pas été ma surprise quand on a corrigé mon souvenir? En fait, il était de taille moyenne. Il était même un peu plus petit que le commun des mortels. En tout cas, je me rappelle qu'il portait une casquette plate, une salopette, qu'il dormait devant sa serre. Mais non, ce ne sont que des souvenirs d'images, de photos vues et revues 100 fois dans les albums de famille et les cadres que conservent les tantes. Ce ne sont pas des visions du forgeron en personne. Le seul souvenir certain, c'est un souvenir de mort. Celui de Roméo exposé dans son cercueil au salon funéraire de Saint-Alexis de Matapédia. Il n'y a pas de photo de cette scène et jamais on ne m'en a fait le récit. Je touche le corps du doigt. La peau est si douce et si froide. Une tante se penche sur moi et me dit à voix basse « Il est parti au ciel. » Merci.